Grégory. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour, ça va, j'espère que tu vas bien aussi. Bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous accueillir virtuellement à l'ESAM pour ce premier cours de droit. Je vais commencer par me présenter avant de laisser la parole à Monsieur Portet, votre professeur pour ce soir. Alors, je suis Gaëtan Gonon, votre peut-être futur responsable de formation si vous faites l'excellent choix de nous rejoindre en septembre. Voilà, j'ai pour rôle de vous accompagner pendant votre scolarité à l'ESAM au sein du bachelor droit et sciences politiques. Alors ce bachelor, je fais un rapide rappel avant de laisser Grégory commencer le cours. C'est un parcours de 3 ans qui est orienté sur l'apprentissage et la mise en pratique du droit et des sciences politiques. La particularité de l'ESAM, c'est d'inscrire vos études dans le monde professionnel et à l'international. Monsieur Portet vous en reparlera peut-être, mais vous avez l'opportunité de partir à Dublin au 2e trimestre de la première année. Ce sont aussi des périodes en entreprise pendant chacune de vos années d'examen. Alors ce parcours, c'est le meilleur chemin, notamment pour intégrer notre master juriste d'entreprise qui vous mènera à un bac+5 à l'issue du parcours. Voilà, vous cumulerez l'apprentissage du droit par des intervenants reconnus et une connaissance fine de l'entreprise, notamment par les stages et le réseau du groupe IGS. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Grégory Portet pour votre premier cours de droit. Je vous souhaite un excellent moment et je vous donne rendez-vous en septembre. Merci Gaëtan. Alors, bienvenue effectivement pour ce premier cours de droit. J'ai prévu de parler du droit autour de 2 axes. D'abord, on va avoir un premier temps qui va être assez long. Je vais parler de ce qu'est le droit. Finalement, découvrir les études de droit, c'est d'abord se poser la question, est-ce que cette matière, c'est fait pour moi? Et je tiens à le dire, je crois que c'est une chance extraordinaire de faire du droit. Moi, quand j'ai commencé des études de droit, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'ai fait une scolarité où on avance dans les années et puis vous savez, on accumule ces petits retards, ce petit truc, on a appris les équations remarquables mais on les a oubliées entre-temps. On sait qu'on aurait dû fixer tel ou tel problème et en fait, on n'a jamais eu le temps de les fixer. Et puis, les années sont passées et on sait bien qu'on a tel ou tel défaut que je retrouvais dans mes copies. Et l'avantage, c'est que quand on commence des études de droit, c'est les compteurs à zéro pour tout le monde. C'est une nouvelle chance, une nouvelle matière. C'est un nouvel univers à un moment où on sait se prendre en charge. Bien sûr, on n'a que 18 ans, etc., souvent quand on commence, mais l'enjeu, c'est d'être bien conscient que là, on remet les compteurs à zéro et on repart tous de la même ligne de départ. Il n'y a pas cette question de « je n'ai pas acquis ceci auparavant ». Donc, c'est d'abord, et ça sera le premier temps de mon exposé, c'est quoi le droit? C'est quoi cette matière qu'est le droit? Et puis, il y a une deuxième temps qui sera consacrée à l'étude d'un objet qui nous intéresse tout particulièrement en droit et tout particulièrement à l'ESAM, parce qu'on est à l'ESAM vraiment axé sur cette formation professionnalisante, ce que disait tout à l'heure Gaëtan, c'est le contrat. Le contrat. Je vous montrerai que même si vous ne vous en rendez sans doute pas compte, sans doute que chaque jour vous concluez, je ne vais pas dire des dizaines, mais plusieurs contrats dans une journée. Alors, on commence par cette première partie, si vous êtes d'accord. Cette première partie, c'est quoi le droit? Je m'engage là-dedans, c'est quoi? Alors, je vous propose qu'on développe cette première partie autour de plusieurs points, de plusieurs axes. Le premier axe que je voudrais développer avec vous, c'est finalement le droit, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que le droit existe? Alors, c'est pas une question de philo, hein. Vous savez, moi je suis un type très pratique. Bon. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans l'idée qu'on avait besoin du droit? En fait, vraisemblablement, à partir du moment où les sociétés se sont organisées, eh bien, on a eu besoin de règles. De la même façon que quand on joue, il y a des règles du jeu. Et vous voyez bien que, selon une formule que soit on va attribuer à Hobbes, l'homme est un lot pour l'homme,
soit que l'on va attribuer à la sagesse populaire, eh bien, nous avons tous besoin de savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. C'est cette question de fixer ce qui est possible, ce qui est interdit, c'est la vocation du droit. Le droit, c'est donc la règle qui régit les relations au sein d'une société. Et on voit bien que dans ces règles-là, finalement, il y a un objectif. C'est d'assurer la paix sociale. On veut quoi? Eh bien, on veut éviter que les individus ne vivent dans un état de guerre permanente. C'est d'ailleurs la raison d'être historique de création de l'État. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'État? Vous savez, il y a toujours des mouvements pour vous dire l'État nous oppresse, etc. Bien sûr que l'État limite vos libertés. Il a même été conçu pour cela. Parce que, qu'on le dise avec la jolie formule de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou avec, là encore, juste du bon sens, eh bien, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La jolie formule de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 résume finalement tout ce que nous avons à étudier dans le droit, trouver des limites aux libertés de chacun. Je prendrai un exemple parce qu'il faut être concret. Le droit, c'est concret. Le droit, sauf si vous faites des études de philosophie du droit, ce qu'on ne fait pas du tout à l'ESAM, très pratico-pratique, orienté sur un marché, et un marché du travail derrière. Mais si on prend un exemple, est-ce que je peux dire ce que je veux? Vous savez, en France, on aime se dire qu'on est le pays de la liberté d'expression. Est-ce que ma liberté d'expression est absolue? Quand on y réfléchit, on aimerait penser que oui. Oui, je peux dire ce que je veux. Je suis en France à la fin. Et si on y réfléchit, on voit bien qu'une liberté d'expression qui n'aurait aucune limite, elle porterait atteinte aux droits d'autrui. Elle pourrait porter atteinte, premièrement, à la vie privée d'autrui. Imaginons que je révèle que vous avez finalement un petit passe-temps. Le soir, vous construisez des maisons en boîte d'allumettes. Bien, vous le voyez, peut-être que vous n'êtes pas fier de ce passe-temps et peut-être que vous voudriez le cacher. Mais on peut imaginer d'autres activités. Vous voyez bien que la liberté d'expression, comme toutes les libertés, elle doit avoir des bornes. Et par exemple, la protection de la vie privée. Elle peut avoir une autre borne, la protection de l'honneur, de la considération d'autrui. Pensez à une chose toute simple, la diffamation. La diffamation. Toute allégation ou imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui. Est-ce que j'ai le droit de dire de vous que vous êtes corrompu? Vous voyez bien que si on admettait que la liberté était absolue, alors on ne réprimerait pas la diffamation. Bref, nous pourrions dire effectivement tout ce que nous voulons, mais ce seraient les droits d'autrui qui seraient alors piétinés. Bref, essayons de comprendre. Le droit, c'est quoi? C'est un instrument qui fixe des limites. Qui fixe des limites pour protéger les droits d'autrui. J'ai pris ici l'exemple, protéger la vie privée, protéger l'honneur. Mais le droit fixe aussi des limites pour protéger l'ordre public. Imaginons qu'au nom de la liberté d'expression, je vous dise, allez, je vous invite, ce soir, nous descendons les Champs-Élysées et nous mettons le feu à toutes les boutiques. Vous voyez bien que je pourrais alors essayer de me couvrir derrière la liberté d'expression. Il y a un enjeu que l'État se doit de protéger, c'est l'ordre public. L'ordre public, c'est un grand mot pour dire des choses simples. La sécurité, la salubrité, la tranquillité publique.
Votre vie depuis le plus jeune âge, elle est faite de quoi? Elle est faite de limites que l'on s'est évertué à poser à l'individu que vous êtes. On vous a appris qu'on faisait ceci, mais on ne faisait pas cela. Finalement, l'État ne fait que poser des limites au nom du respect des droits d'autrui et au nom du respect de l'ordre public. Le droit, c'est étudier ces bornes, savoir jusqu'où on peut aller. Alors, savoir jusqu'où on peut aller pour des raisons personnelles, vous le voyez bien, lorsque je parle, je suis intéressé de savoir quelle est la limite de ma liberté. Qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire? Pour des raisons personnelles, mais parfois, on étudie ces libertés pour des raisons institutionnelles. On le fait au nom d'une institution, au nom d'une entreprise. Je le fais au nom d'une entreprise parce que j'ai un patron d'entreprise qui me dit « ils ont lancé un produit, je considère que c'est une contrefaçon et je compte bien le dire, je vais le dénoncer, je vais faire une vidéo pour le dénoncer et on va le mettre sur notre site internet. » Lorsque vous serez diplômé de l'ESAM, vous aurez peut-être un jour un patron d'entreprise qui vous posera cette question. Et vous voyez bien que la question qu'il vous posera, en réalité, sera « est-ce que je peux mettre cette vidéo en ligne? Est-ce que je m'expose à une sanction? Est-ce que c'est moi, personnellement, qui risque peut-être d'être exposé à une peine d'amende et ou de prison? Est-ce que c'est ma boîte qui devra payer des dommages et intérêts? En réalité, vous le voyez, le droit, c'est quelque chose, un instrument qui répond à une question concrète qui est dans le quotidien et qui, finalement, est structurant. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans les études de droit. C'est que je me disais, voilà, on me pose une question, j'apporte une réponse. Alors, la réponse, elle n'est pas toujours sûre, précise. Je prendrai un exemple. Lorsque vous allez faire du droit pénal chez nous en deuxième année, eh bien, on va vous dire le vol. Le vol, c'est très facile à définir. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Tout le monde sait ce que le vol, naturellement. Les peines de prison encourues, le maximum, 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, s'il n'y a pas de circonstances aggravantes. Ok, très bien, j'ai compris. Mais lorsque, dans une entreprise, un patron viendra vous voir, et oui, il vous dira, un de mes salariés m'a volé du matériel. La question qui se posera sera souvent complexe, une question probatoire. Est-ce que ce vol a eu lieu? Est-ce que je peux en rapporter la preuve? Et puis surtout, est-ce que des poursuites seront engagées? Quelles sont les sanctions qui sont réellement encourues par ce salarié? Vous voyez qu'il y aura des aspects sur lesquels le droit nous offre des éléments de réponse. Le vol est-il consommé? Oui, il a pris cette chose, ce n'était pas à lui. Soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Et puis il y a derrière, au-delà de la théorie, et c'est ce qui, je pense, fait l'intérêt du droit et l'intérêt de cette formation professionnalisante, c'est de se dire, il y a une question probatoire, il y a une question de pratique. Comment est-ce que c'est sanctionné? Donc, le premier point que j'ai essayé de développer ici, dans l'étude de ce qu'est le droit, c'est le point suivant. Finalement, la règle de droit, c'est quoi? Eh bien, c'est une règle qui a comme caractéristique de fixer des limites, à la fois pour protéger les droits d'autrui, j'ai pris l'exemple de la vie privée, de l'honneur, etc., et pour protéger l'ordre public. C'est ça le droit, c'est fait pour ça. C'était mon premier point. Le deuxième point que je voudrais maintenant développer devant vous, c'est finalement, le droit, ce que j'ai compris, c'est que ce sont des règles. Mais des règles, vous l'avez dit, Grégoire, il y en a partout. Mes parents m'ont fixé des règles. Je suis sans cesse rappelé au respect des règles. Et
naturellement, il y a par exemple dans la crise du Covid les règles sanitaires. Finalement, ces règles sont partout. Quelle différence je peux faire entre le droit et la religion, qui, après tout, est une source de règles? Alors là, je crois qu'on peut répondre à cette question de manière assez simple. Le droit et la religion fixent tous les deux des règles. Mais on voit que ces règles sont parfois convergentes, parfois divergentes, parfois ignorées. On voit bien qu'il y a des domaines dans lesquels les règles de droit et les règles religieuses sont ordinairement convergentes. Je prenais l'exemple du vol tout à l'heure. Le vol est réprimé en France. Je l'ai dit, si vous avez suivi, 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Bon. Ok, très bien, c'est réprimé, c'est dans le droit. Est-ce que le vol est également réprimé dans les principales religions? Oui, bien sûr. Bien sûr et naturellement. C'est d'ailleurs dans les 10 commandements. Ou alors, ça va se retrouver dans le Coran. On imagine souvent une cohérence entre la morale, le droit, c'est pour voir si vous suivez, entre le droit, et de l'autre côté, la règle religieuse. Mais parfois, la règle de droit et la règle religieuse sont de règles qui sont divergentes. On n'a pas le même regard. Prenons un exemple, le cas le plus classique qui correspond d'ailleurs à notre histoire. La France s'est construite et a construit son ordonnancement juridique en s'inspirant des règles de l'Église catholique. Pendant longtemps, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, naturellement, le divorce n'était pas permis. Le divorce était interdit. Le divorce était interdit, il y avait convergence. Aujourd'hui, vous le savez, le divorce est possible, alors que pour l'Église catholique, le divorce n'est pas possible. On ne peut qu'imaginer une annulation du mariage. Il peut y avoir une convergence, il peut y avoir une divergence, il peut y avoir une indifférence. Je vais être tout à fait honnête. Ça m'arrive de ne pas payer mon stationnement. Je sais pas, c'est pas bien, mais j'ai toujours eu du mal à payer le stationnement. Est-ce que ça génère chez moi une interrogation d'ordre religieuse sur est-ce que c'est un péché que de ne pas payer son stationnement? Est-ce que je me dis, quelle que soit ma conviction religieuse, le soir, je vais regarder si dans les 10 commandements, il n'y aurait pas tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, et puis dernier alinéa, et tu paieras tes PV. Naturellement que non, on voit bien qu'il y a une indifférence là-dessus. De la même façon, dans le Coran, je ne vois pas de lien avec le PV. Vous voyez bien qu'il y a des domaines où finalement le droit et la règle religieuse sont dans des domaines d'ignorance, dans des relations d'ignorance. En fait, le droit et le facteur religieux et la religion entretiennent bien des liens. Mais tout dépend du positionnement que l'État va vouloir avoir à l'égard du facteur religieux. C'est-à-dire que, vous le savez, en France, on vit dans une république qui est une république laïque. C'est l'article 1er de notre Constitution du 4 octobre 1958. On a fait ce choix de la laïcité, mais qu'est-ce que ça signifie? En fait, la laïcité, c'est un choix que la France a fait de dire les choses de la manière suivante. L'État a une relation d'indifférence à l'égard du facteur religieux. L'État fait le choix de fixer ses règles en toute liberté par rapport au facteur religieux. Ça veut dire que l'État fait ce choix délibéré de dire j'interdis ou j'interdis pas. Je le fais au regard de ce que veut la nation, pas de ce que veut telle ou telle religion. C'est la relation d'indifférence qui explique ces 3 positionnements, parfois de convergence, parfois de divergence,
parfois d'ignorance ou d'indifférence. La laïcité, c'est cela. Mais il y a des États qui font le choix, non pas de l'indifférence à l'égard du facteur religieux, mais de la fusion. L'État et la religion ne font qu'un. Dans ce type de fusion État-religion, on peut imaginer deux modalités. La première modalité, qui est assez simple, c'est la modalité où l'État va totalement contrôler la religion. Il la maîtrise. Il y a une religion officielle. Et ce sont des représentants de l'État qui sont à la tête de cette religion officielle. C'est lié à des histoires, c'est lié à des sociologies, c'est lié à plein de raisons. Mais dans ce cas-là, naturellement, puisque l'État maîtrise la religion, il n'y a jamais de divergence entre le droit produit par l'État et la règle religieuse maîtrisée par l'État. Cette fusion, religion et État, peut également être imaginée en sens inverse. Il y a alors une religion, des représentants religieux qui maîtrisent intégralement la structure étatique. C'est l'idée que alors la structure étatique est mise au service du facteur religieux. Cette mise au service du facteur religieux porte un grand nom, qu'on aura l'occasion sans doute d'étudier, qui s'appelle la théocratie. Et dans ce cas-là, eh bien, ce sont les représentants religieux qui déterminent fondamentalement ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et finalement, l'État n'est qu'une structure au service du rayonnement de la règle religieuse. Vous le voyez, je viens de dresser ici le portrait de deux relations possibles. La relation française, qui est une relation qui s'appelle laïcité, mais qui signifie en réalité indifférence de l'État à l'égard de la règle religieuse. Je fais ce que je veux. Et ce n'est pas à la religion de m'expliquer ce que sera la règle de droit. Il y a des relations de fusion. Fusion, soit de l'Église dans l'État, soit de l'État dans l'Église. Et puis, il faut le dire, il y a une troisième relation qui est envisageable, qui est une relation plus historique, qui montre bien finalement que les choses ne sont jamais faciles. Après l'indifférence, après la fusion, il y a l'alliance. L'alliance, c'est lorsqu'un État choisit de travailler de privilégier prioritairement avec certaines religions. C'est ce que nous avons fait, par exemple, lors du 19e siècle, ce qu'on appelle le régime du Concordat de 1801. Certaines religions, eh bien, nous allons choisir de les soigner en quelque sorte, de les privilégier. Alors pourquoi est-ce que nous allons faire ça? Eh bien, tout simplement parce que nous pensons que c'est juste, que c'est un facteur de paix sociale, parce que ça correspond à la volonté de la nation. Vous le voyez, le droit entretient donc des relations, et des relations particulières avec le facteur religieux. C'était mon deuxième point. Le droit, si vous avez suivi dans mon premier point, a pour but d'assurer la régulation de la société, finalement une forme de paix sociale. Le droit fixe des règles, comme la religion fixe des règles, et selon le choix qui sera celui de l'État, d'opter pour une indifférence, qu'on appelle chez nous la laïcité, une fusion ou une alliance, ces relations entre la religion et la règle de droit seront plus ou moins intenses. Je voudrais développer maintenant un troisième point. Ce troisième point, c'est quoi? C'est la relation entre le droit et la morale. Les juristes, on aime bien un certain nombre de formules comme ça, et puis quand on se retrouve, si vous voulez, je retrouve un pénaliste, on a des espèces de plaques, vous savez, qui existent dans tous les milieux. Quand je trouve un pénaliste, je lui dis, ah ben toi, tu es chargé de la morale minimum. Pourquoi? Parce que le code pénal, il fixe des interdits, et puis si tu violes cet interdit,
tu t'exposes à une peine d'amende et ou de prison. Et on a l'habitude de dire le code pénal, c'est la morale minimum. C'est-à-dire que ce sont l'ensemble des règles de droit à l'encontre desquelles tu ne peux pas aller. L'ensemble des règles à l'encontre desquelles tu ne peux pas aller. Ça va, bien sûr, de dire le vol, bien sûr, mais ça va avec des infractions moins importantes. Je parlais tout à l'heure de la liberté d'expression, l'injure. Bon, l'injure, c'est après tout une contravention, voire un délit, selon la personne qui la commet et la personne qui la subit. Vous voyez bien que, finalement, on a un peu ce sentiment parfois que le droit et la morale, ils entretiennent des liens. En fait, je crois qu'il faut tout de suite dire qu'il y a au moins 3 différences entre le droit et la morale. La première différence, bien sûr, elle se situe au niveau de la source. Le droit, il a sa source dans un texte, en tout cas dans des pays comme la France, et ce texte, il a comme caractéristique d'avoir été produit par l'État. Ça sera par le Parlement, par le président, etc. La morale, vous le voyez, elle a une origine qui est beaucoup plus diffuse. Elle peut venir d'un lien d'ailleurs avec la religion, elle peut venir d'une espèce de tradition, elle peut venir d'une espèce de logique qui vous semble bonne. Bref, la source de la morale est toujours évanescente, alors que la source de la règle de droit est certaine et étatique. C'est la première différence. La deuxième différence entre le droit et la morale, c'est au niveau, bien sûr, du but. Le but de la règle de droit, je le dis depuis tout à l'heure, c'est quoi? C'est assurer la paix sociale. Le but de la morale, c'est de vous conduire à un état de perfection morale. C'est-à-dire que la morale vous conduit à étudier une relation que le droit ne saisit pas, c'est la relation de vous avec vous-même. C'est moi, est-ce que j'ai bien agi en ayant fait ceci? C'est-à-dire que, imaginons la situation suivante. Vous êtes dans une salle d'attente et puis vous regardez, je ne sais pas, le jeune homme ou la jeune femme qui est là et vous vous dites « Ah bah écoute, il est très joli ou elle est très jolie ». Vous avez peut-être un jugement moral sur ce comportement. Est-ce que le droit saisit ce type de comportement? Naturellement que non. Est-ce que cela a eu un effet sur la paix sociale? Non. Si évidemment vous sautez sur la personne et vous l'embrassez, là, oui, ça peut poser un problème. Mais vous voyez bien que l'enjeu, il est de comprendre qu'il y a une différence de but entre un droit qui a une vocation de paix sociale et une morale qui a une vocation de perfection individuelle. Différence, finalement, de source, différence de but, différence de sanction. La violation de la règle de droit vous expose à une sanction de la part de l'État qui se traduira par une peine d'amende et ou de prison, qui se traduira par des dommages et intérêts. Il y a une sanction. La caractéristique de la règle de droit, c'est qu'elle est coercitive. C'est un grand mot pour dire, quand tu as une règle de droit, il y a une sanction derrière. Il y a une sanction qui doit tomber. La violation d'une règle morale se traduit par une sanction qui est une sanction personnelle, soit une opprobre sociale, les gens qui vont vous regarder de travers, soit un jugement personnel. Vous allez vous juger et considérer que vous avez mal agi, vous allez porter cette intime conviction qu'il faut vous amender. Vous le voyez, le droit, finalement, il se distingue de la morale au moins par ces 3 aspects. Même si, naturellement, le droit et la morale entretiennent des liens. C'est-à-dire qu'il est difficile d'imaginer une règle de droit qui puisse aller à l'encontre de la morale. On voit ici donc un lien que j'ai toujours trouvé absolument passionnant, c'est le lien entre la société qui évolue et le droit. C'est toujours une belle question que nous avons.
C'est de se dire, la société évolue ainsi, le droit évolue. Est-ce que c'est le droit qui a fait évoluer la société ou est-ce que c'est la société qui a fait évoluer le droit? C'est un vrai débat. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple en 2013 le vote de la loi sur le mariage pour tous, vous aurez ceux qui vous diront c'est une consécration d'une évolution et l'autre qui vous diront il y avait déjà des couples homosexuels, la consécration du mariage pour tous ne fait que finalement permettre une nouvelle possibilité dans laquelle les individus vont désormais se loger. C'est toujours la question qui précède qui. Alors, vous le voyez ici, dans ce bref exposé, j'ai essayé de vous montrer ce qu'était le droit. C'est une règle qui régit finalement les relations sociales dans le but de poser une limite, et cette limite, elle est importante. C'est une règle qui, finalement, peut s'inspirer du facteur religieux, mais elle peut également s'opposer ou indifférer au facteur religieux. Ça dépend en réalité de la relation que l'État veut avoir avec les religions. On a vu également que le droit se distinguait de la morale par sa source, par son but, par sa sanction. Voilà ce qu'on peut dire sur cet objet magnifique que vous allez étudier, qui est le droit. Et on peut tout de suite briser des mythes parce que je me suis évertué pour le moment, dans cette première partie, à vous donner quelques exemples, à vous donner quelques définitions, le vol et la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, etc. Brisons tout de suite quelques mythes. Oui, le droit est un recommencement, mais est-ce que le droit s'accompagne de beaucoup d'apprentissage par cœur? Oui et non. Oui, parce que effectivement c'est l'enseignement supérieur, donc on apprend pas mal de choses. Mais je dirais c'est le propre de toutes les matières. Vous n'imaginez pas que ça serait différent dans une autre matière. Et non, parce que on utilise les codes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, chaque fois qu'on se pose la question, on prend le code civil, on prend le code pénal, on cherche, on tourne la page, etc. Il y a énormément de compréhension à avoir sur la règle de droit. Donc, ne voyez pas ça comme une espèce de schéma de souffrance, etc. C'est avant tout un jeu, une réflexion. C'était mon premier temps. Mon deuxième temps, c'est le contrat. Alors, on a fait le choix ce soir de se dire on va parler du contrat. Je trouve que le contrat, c'est un truc extraordinaire. Parce qu'un contrat, comment est-ce que ça peut se définir? Un contrat, finalement, c'est assez simple. C'est un échange de volonté entre une offre ferme, précise, non équivoque, et une acceptation ferme, précise, non équivoque. Je vous l'ai dit, le droit c'est concret, donc on va partir tout de suite d'un cas concret. Imaginons que ce soir, vous ayez décidé de manger une pizza. 18h30, bon, vous dites, bon, est-ce qu'on commande une pizza? Est-ce que vous concluez un contrat? En fait, c'est assez simple. Vous allez au magasin de pizza. Là, paf, vous regardez et vous voyez qu'il y a une pizza margarita. 14 €, on va dire, c'est n'importe quoi, c'est plus pour que le chiffre soit facile pour moi. 14 €, tac, elle vous plaît. Vous la voyez et vous dites, je voudrais une margarita. Très bien, vous êtes heureux. Regardons comment juridiquement cette situation, vous allez l'analyser très bientôt. En fait, le propriétaire de la pizzeria, lui, avec ce papier, margarita, descriptif, vous fait une offre. Une offre qui est ferme, c'est-à-dire il ne dit pas « je peux éventuellement vous faire… » Non, c'est margarita, paf. Cette offre, elle est ferme, elle est précise, c'est une margarita. Alors, ne me demandez pas ce qu'il y a dans la pizza margarita, je sens que ça va être la question dans le chat de ce soir. C'est bon, il y a une offre qui est ferme, qui est précise, je ne sais pas, des olives, etc., qui est non équivoque, il n'y a pas de doute sur le contenu, c'est-à-dire que c'est pas peut-être qu'elle va faire 38 cm, non, on est ferme, précise, non équivoque.
Il y a une acceptation en face. Je veux une margarita. Vous voyez qu'ici, il y a une rencontre entre une offre, ferme, précise, non équivoque, et une acceptation. Je veux, c'est ferme, précis, une margarita, non équivoque. Il n'y a pas de doute, je souhaite ce dispositif. Et là, vous concluez un contrat. Vous n'avez rien signé. On dit que, en fait, le droit français des contrats est fondé sur le consensualisme. Grand mot pour dire, c'est l'échange des volontés qui suffit à faire former le contrat. Ça, je crois que c'est vraiment une donnée qui montre bien que toute la journée, vous faites des contrats. Évidemment, on a tendance à penser au contrat écrit, le contrat que je forme lorsque je clique commander sur Amazon et je reçois le mail et j'ai l'impression que le contrat est formalisé, ou le moment où je tape mon empreinte digitale pour valider la commande sur l'Apple Store, pour me commander un nouvel album. Vous voyez que, sans que vous vous rendiez compte, quand vous faites ceci, je prends l'exemple de l'empreinte digitale, eh bien, vous avez signé en amont un autre contrat dans lequel vous avez dit que vous manifesteriez votre consentement en déposant ce simple pouce sur le bouton Home de votre téléphone portable. Il y a un échange, il y a une rencontre entre une offre ferme, précise, non équivoque et une acceptation. Et ce simple échange de volonté suffit à faire naître le contrat, indépendamment du support écrit. Alors naturellement, le support écrit a-t-il des valeurs? A-t-il un intérêt? Ah bah ouais. Parce qu'évidemment, quand c'est 14 € ta pizza margarita, on imagine bien qu'on n'ira pas au contentieux pour 14 € et pour obtenir l'annulation de la vente au motif qu'il n'y a que 2 olives, alors que tu pensais, ou tu pouvais raisonnablement penser qu'il y en aurait 6. Tu vois bien que l'enjeu va dépendre, l'enjeu de l'écrit va dépendre le plus souvent de la valeur du contrat, qu'il s'agisse d'une valeur affective, j'y suis très attaché, symbolique, ou le plus souvent financière. On est fondé sur cette liberté dans la forme du contrat. Et c'est là où on voit, et je vais me dépêcher de conclure, puisque il y a un enjeu important ici, c'est de se dire, ce contrat, il est fondé sur cet échange de volonté, bien sûr, mais il est également fondé sur ce qu'on appelle la liberté contractuelle. La liberté contractuelle, on va vous en parler tous les jours. C'est quoi la liberté contractuelle? C'est d'abord la liberté de contracter ou de ne pas contracter. La liberté de passer un contrat ou pas. Rien ne vous force à passer un contrat. Imaginons, vous avez trouvé quelque chose de très intéressant, je ne sais pas, un projet d'appli génial, mais finalement, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas de le vendre. Vous n'êtes pas prêt. Vous avez passé tellement d'années à y réfléchir, vous ne voulez pas le vendre. Est-ce qu'on peut vous forcer de le vendre? Pas du tout. Il y a un principe de liberté contractuelle. Alors, vous voyez bien que ce principe, il va avoir quand même des exceptions. Vous avez trouvé le vaccin contre le Covid-19, vous vous doutez bien qu'on ne va peut-être pas vous laisser dire non, finalement, je suis tellement touché. Non, vous voyez bien que c'est évident. Il y a une liberté de contracter. Il y a une liberté dans le choix du co-contractant. Je dois être libre de choisir avec qui je vais contracter. Ce que vous faites en réalité au quotidien. Vous allez à une boulangerie, vous choisissez votre boulangerie. Vous allez à une pizzeria, vous choisissez votre pizzeria. Vous voulez vendre une œuvre, vous choisissez cette œuvre, vous choisissez de l'acquéreur. Liberté, bien sûr, de contracter. Liberté dans le choix du co-contractant. Liberté dans la détermination du contenu du contrat. On dit que dans un contrat, on stipule, on choisit ce que l'on met dans le contrat. Je dois choisir librement ce que je mets dans le contrat.
C'est-à-dire, si je veux prévoir que cette bouteille d'eau qui est à côté de moi et qui me tente, eh bien, je veux la vendre 200 000 euros, je peux la vendre 200 000 euros. 1 million, 1 million. 2 euros, 2 euros. Il y a une liberté dans les stipulations contractuelles. Mais vous voyez bien que derrière cette liberté, dans les stipulations contractuelles, il y aura des limites. Il y aura forcément des limites. Mais justement, c'est le rôle du droit de fixer des limites. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que pour certains produits, il n'y aura peut-être pas une liberté contractuelle absolue. Peut-être même que dans les stipulations, au-delà du prix, il peut y avoir des vices qui vont affecter la liberté contractuelle. Je vais y arriver après. Liberté de contracter, liberté dans le choix du co-contractant, liberté dans les stipulations contractuelles, liberté également dans la forme du contrat. Le contrat peut emprunter n'importe quelle forme. Reprenons ce que j'ai dit tout à l'heure. Le contrat, c'est quoi? C'est la rencontre entre une offre et une acceptation. Imaginons que je vous envoie un mail. Je vous vends cette magnifique bouteille d'eau, si vous le souhaitez, 2 euros. Ah, très bien. Je vous l'envoie. C'est de ferme, précise, une bouteille d'eau Evian. Je fais de la pub, enfin, peu importe. 2 euros. Et vous me répondez, oui, c'est bon, je vois. Vous voyez que j'ai fait une offre, ferme, précise, non équivoque, et j'ai une acceptation. Ferme, précise, non équivoque. Le contrat est conclu. Fin de l'histoire. Le contrat existe par cet simple échange de volonté. On dit que dans le droit des contrats, le formalisme, c'est-à-dire le respect de formes particulières, est l'exception. Et vous le voyez, on le vit au quotidien. J'achète ma baguette de pain, j'achète ma pizzeria, etc. Pour certains contrats, bien sûr, le formalisme est le principe, parce que l'enjeu est important. C'est le cas, bien sûr, des achats de maison, où nous sommes alors obligés de respecter un formalisme. C'est l'acte notarié, c'est le contrat à l'opposé, qui va supposer le respect de toute une série de règles. Mais les principes généraux sont bien ceux-ci. Consensualisme, liberté contractuelle. Ces deux éléments sont vraiment importants. Et si on prend un peu de hauteur, si on y réfléchit, je dirais ceci pour conclure, car je vois que le temps s'enfuit, si on prend de hauteur, pourquoi ces règles-là? Pourquoi est-ce que je ne suis engagé que par contrat? Pourquoi je ne suis engagé par aucune forme? En fait, c'est simple. Il suffit de revenir à notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous sommes des libres et nous ne pouvons être l'obligé de quelqu'un que si nous y consentons par un contrat. Et cette liberté, ce consensualisme, finalement, n'est rien d'autre que l'expression de notre liberté. Et cette liberté contractuelle n'est rien d'autre que l'expression de notre liberté, de manière générale, dans la société. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Vous voyez, j'ai essayé de vous montrer ce qu'est le droit. J'ai essayé de vous donner des indications sur ce qu'est un contrat. Rassurez-vous, il y a un cours sur ce qu'est un contrat en 30 heures à l'ESAM. On aura l'occasion de vous expliquer tout ceci. Je voudrais vous redire que le droit, c'est une chance, que le droit à l'ESAM, c'est quelque chose qui est orienté de manière pratique. C'est également quelque chose qui, pour moi, est essentiel parce qu'il y a une orientation professionnelle avec ses stages et puis une insertion à l'international, comme le disait Gaëtan tout à l'heure. Eh bien, dès le 2e trimestre, vous partez à Dublin.
Merci à vous pour cela. Je regarde simplement si j'ai des questions qui me faudrait traiter. Je n'en vois pas. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. ESAM, l'école internationale de référence sur les métiers du management stratégique, de la finance d'entreprise et du droit des affaires.